Hello, hello, c'est Mickaël de Feedback. J'ai le plaisir de vous partager ce nouvel épisode de Design ludique Impact réel. Les interviews, on va à la rencontre de ceux qui font les jeux et les outils pour avoir de l'impact et qui sont ludiques. Donc voilà, donc on va explorer tout ça ensemble. Aujourd'hui, j'ai eu le plaisir d'interviewer Ingrid Sun, qui a fait avec deux autres auteurs un jeu qui s'appelle Totim, qui est un jeu sur la collaboration, un outil qu'on peut déployer pour tester de la collaboration, débriefer autour. Voilà, on a parlé pas mal de comment ça s'est monté ce projet en collaboratif, comment on travaille ensemble, toutes les difficultés qu'il y a eu aussi, entre autres autour de la production de petits cubes en bois. Je vous laisserai découvrir ça. Bref, un épisode assez intéressant. Voilà, donc n'hésitez pas à le partager, à liker, à le transmettre. J'ai plaisir que vous le découvriez. Et puis n'hésitez pas aussi à aller regarder les autres épisodes de la chaîne sur Design ludique Impact réel, où effectivement on a été interviewé pas mal de créateurs et créatrices de choses assez sympas. Voilà, je vous laisse à votre épisode. Bye. Hello, hello, bonjour Ingrid, bienvenue dans Design ludique Impact réel, ravi de t'accueillir. Salut Mickaël, merci, je suis ravie aussi. Et il paraît qu'on va parler aujourd'hui du jeu, entre autres, du jeu Totem. Ouais, Peut-être pour rapidement nos auditeurs, spectateurs, euh, sur aujourd'hui, toi, tu es dans le sud-ouest de la France. Tu fais pas mal de choses autour de la facilitation, du conseil, et surtout de la formation et de la pédagogie. Et entre autres un gros programme qui s'appelle Terra Pedagogia que tu fais avec Laurie Mézard sur, de ce que j'en ai compris, on est vraiment sur un parcours pour créer des formations engageantes. Donc ludopédagogie, mais pas que, c'est aussi oui, oui, tout le global, il y quoi. a tout l'aspect neurosciences, etc., tout ce qui fait que la pédagogie va amener les apprenants à vraiment s'engager dans une formation. Yes. Et du coup, alors ça fait quelques années maintenant que ça a commencé. Le sujet dont on avait envie de parler ensemble aujourd'hui, c'est un, un jeu, d'ailleurs, je sais pas, jeu dispositif, on pourra en discuter, que tu as créé avec deux autres personnes qui s'appellent Totim. Peut-être je te laisse le présenter rapidement sur ce que c'est. Ouais, donc effectivement c'est un jeu avec des cubes et des cartes, le tout en sachet dans des petits paquets. Et il y a des vraies règles du jeu. Il y a un fonctionnement par manche avec un objectif à atteindre pour gagner en équipe. Alors après, c'est un jeu qui peut être à la fois joué de manière compétitive ou coopérative selon le choix de l'animateur et selon les objectifs pédagogiques ou les objectifs qu'il a dans son intervention en entreprise. Donc voilà, c'est un vrai jeu avec. D'ailleurs, le jeu, il était encore en phase de prototypage, les gens qui l'ont testé, beaucoup nous ont dit, mais vous devriez en faire un jeu familial aussi, parce qu'en fait, il est marrant. Ouais. Mais c'est pas du tout les mêmes règles de fonctionnement, et puis alors d'édition encore moins. Donc on n'est pas allé là-dessus, mais j'avoue qu'on peut aussi prendre plaisir familialement à jouer à ce jeu, puisque c'est un jeu où on a des petits cubes à Ouais. empiler les uns au-dessus des autres. Donc c'est relativement simple comme règle du jeu. Et voilà. Et donc avec après pas mal de cartes contraintes, de Mais choses voilà, en successives, fait, le etc. principe du jeu, c'est que quand l'équipe démarre, donc on crée plusieurs petites équipes de 3, 4, 5 personnes, 3 étant trop peu, généralement 5 étant un bon nombre. Et donc chaque équipe va devoir monter une tour le plus rapidement possible. Mais au premier tour, ils ne connaissent pas, par exemple, ils n'ont pas accès aux cubes, donc ils ne savent pas combien de cubes ils ont, ni la taille des cubes. Et ils vont devoir pronostiquer euh, D'accord. combien ils pensent pouvoir monter de cubes tous ensemble, en sachant que tout le monde est obligé de jouer tour à tour. Donc au premier tour, ils pronostiquent, et puis après, il y aura un score en fonction de la réalité de ce qu'ils ont monté par rapport à leur pronostic. Et au deuxième tour, on va commencer à rajouter des cartes. Et donc, en fonction des cartes, ils vont avoir des contraintes ou des aléas supplémentaires. Mais toujours le même principe. Ils doivent pronostiquer combien combien ils pensent monter de cubes en équipe. Et à chaque tour, évidemment, l'essentiel de ce qui se joue, c'est le débrief. Qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi vous avez atteint votre objectif, pourquoi vous l'avez pas atteint, pourquoi vous l'avez dépassé,
qu'est-ce qui fait que vous vous êtes sous-estimé, surestimé, comment la communication s'est passée, sachant que les contraintes qu'il tire au fur et à mesure, donc il y a plusieurs manches, hein, et d'ailleurs chaque manche a été pensée en fonction d'un objectif spécifique à l'équipe, donc ils vont avoir des contraintes connues des autres ou pas connues des autres, et en fonction de tout ça, évidemment, les interactions sont tout à fait différentes. C'est ce qui rend le jeu intéressant à toutes les manches, puisqu'à toutes les manches, même si la mécanique est toujours la même, ils ont des contraintes très différentes et ils ont parfois des choses auxquelles ils s'attendaient pas, qui vient polluer le pronostic qu'ils avaient fait, et il va falloir qu'ils s'ajustent tout le temps. Donc c'est à la fois quelque chose qui touche à l'agilité, qui touche à la communication, qui touche au leadership, et même à la stratégie, puisqu'il y a des équipes qui, une fois qu'elles ont compris comment on calcule, et si elles ont plutôt intérêt à accepter une contrainte ou y renoncer, etc., elles vont faire plus de points. Voilà, il y a un peu de tout, et ça permet de très bien identifier les personnalités dans les équipes et les façons de fonctionner dans une équipe. Ok. Bah du coup, effectivement. Alors c'est toujours marrant parce que quand on dit on donne le jeu comme ça avec les éléments et tout, ça a l'air simple d'être arrivé à cet endroit-là avec le jeu modulaire qui fonctionne, les cubes, les différentes cartes contraintes, etc. Bah, j'avais bien envie de savoir aussi par où vous avez commencé cette conception-là. Est-ce que c'est parti plutôt de champs théoriques où vous êtes dit tiens comment on pourrait faire un jeu autour de ça? Est-ce que vous avez commencé avec une base et intégrer des choses au fur et à mesure? Je sais pas. Alors en fait, déjà à la base, notre rencontre était un hasard dû au Covid, au premier confinement. On se connaissait pas. On s'est rencontrés lors d'une rencontre en ligne d'entrepreneurs confinés. Et il se trouve que notre complémentarité a joué vachement dans l'orientation du jeu. Moi, j'avais très envie d'aller vers quelque chose qui permette de mettre en évidence d'amener les équipes à coopérer, à collaborer, à travailler sur leur mécanisme de fonctionnement, en fait, de cohésion. Dans l'équipe, il y avait quelqu'un qui est coach agile, donc la question de l'agilité, de réagir à des choses qu'on n'avait pas prévues, pas anticipées, etc., était importante. Et le game designer qui nous a bien aidé, en fait, à aller vers la bonne mécanique et à simplifier parfois nos approches. Mais on a tâtonné, on a beaucoup brainstormé dans un premier temps. Beaucoup brainstormé. On avait effectivement des idées, à la fois issues du milieu du jeu traditionnel. Moi, je suis quelqu'un qui joue énormément et depuis toujours. Et donc, je disais, bah tiens, j'aime bien ce genre de jeu pour telle raison. Ce type de jeu aussi, ça va, mais c'est trop compliqué à mettre en place, etc. Parce qu'on voulait un jeu simple, très rapide à mettre en place. Parce que souvent, les serious games, il faut vraiment que ce soit rapide, sinon l'équipe n'arrive pas à l'accrocher. Donc on a tâté le terrain, on s'est inspiré de choses qui existent déjà dans le monde des serious games aussi, et on a avancé comme ça au fur et à mesure en brainstormant, et puis on a assez vite prototypé et fait un test avec des utilisateurs de notre réseau toulousain, puisque moi je suis en région toulousaine. On les a fait venir et on les a fait jouer, et ça nous a beaucoup servi pour rectifier ce qui était pas suffisamment simple, pas suffisamment fluide, renforcer le côté fun, parce qu'il y a un côté vraiment marrant à ce jeu, du fait qu'on monte des tours et que souvent la tour elle tombe quand même. Donc ça c'était vraiment intéressant. Puis après, on a passé énormément de temps sur le design, l'approvisionnement, la construction des jeux, l'envoi des jeux, et puis accompagner les clients qui achetaient ce jeu à la question de comment on y joue, comment on fait jouer les équipes, et surtout, parce que ça c'est mon dada, comment on débriefe dans un jeu sérieux, pour que le jeu serve à quelque chose, pour que le jeu soit apprenant, pour que le jeu permette aux équipes de prendre conscience, ou pas d'ailleurs, parce que parfois il y a aussi pas de prise de conscience, mais il faut quand même être outillé en termes de débrief pour que le jeu remplisse son objectif de départ.
Ok, j'ai plein de questions. Vas-y. Euh, non, mais une de mes premières questions, du coup, vous êtes dans un exercice de design collaboratif aussi, en équipe à trois. Est-ce que tu as des bons conseils ou des choses que tu donnerais à des gens qui se lancent dans l'aventure de créer un jeu à plusieurs mains? D'ailleurs, je pense que c'est souvent une bonne idée parce que tout seul, c'est pas non plus facile, hein. Non, je confirme. Et puis la complémentarité de nos profils a été vraiment un super atout. Le conseil que je donnerais, qu'on s'est appliqué à nous-mêmes, c'est qu'au départ, on fixait pas forcément des rendez-vous réguliers. C'était un peu en fonction de notre disponibilité, parce que la création de jeux restait une activité en plus de ce qu'on fait traditionnellement dans nos activités professionnelles. Et puis au bout d'un moment, on s'est dit, mais si on veut vraiment arriver jusqu'au bout, aller jusqu'au processus de vente, il faut qu'on se discipline, et qu'on se coordonne, et donc on s'est donné un rendez-vous par semaine euh, Ok. qui ne bougeait pas, sauf vraiment contraintes personnelles fortes. Ouais, pour vraiment avoir ce truc qu'on avance Ouais, le jeu toutes les exactement. On semaines, qu'on se avance parle. et on se donne des missions Ok. qu'on se répartit en fonction du temps et de nos compétences respectives en fait. Et puis on avait des ordres du jour de plus en plus précis sur la fin notamment. Qu'est-ce qu'il faut Bah tiens, il faut relire. On a écrit les règles du jeu, il faut les relire pour être sûr qu'au niveau du texte tout va bien avant sa mise en page. Il faut contacter tous les imprimeurs pour l'impression des cartes à Ouais. jouer, donc il faut faire un benchmarking, etc. Enfin bref, on s'est bien réparti les choses. Ouais. En même temps, on est tous les trois des entrepreneurs. On était deux au moins à avoir une culture agile, et donc ça s'est mis en place relativement facilement, Ouais. mais au début c'était pas le cas. Au début c'était plus tiens, ça serait marrant de créer un jeu ensemble, etc. Faisons-le. Jusqu'à ce qu'on se dise non mais en fait c'est sérieux. Puis surtout on a senti qu'il y avait de l'attente de la part des Ouais. gens de nos réseaux qui nous ont dit mais ça a l'air vachement bien votre truc, allez-y. Et donc là on s'est dit eh ben on va jusqu'au bout, et on a fini par le commercialiser au bout d'un an, un peu plus d'un an de travail Ouais. à trois. Ok. Et, euh, et justement, tu parlais aussi sur le design, du coup, toute la partie production. Je Ouais. sais que c'était un gros sujet aussi Ouais. là-dessus. Peut-être, tu peux peut-être nous dire un petit peu, effectivement, ça a été quoi entre autres les enjeux, les difficultés Alors aussi là-dessus. l'enjeu qui était très fort pour moi et que j'ai soumis aux deux autres qui l'ont accepté évidemment, c'était l'éco-conception. Donc Ouais, la responsabilité dans ce qu'on conçoit, à la fois sur le plan environnemental mais aussi social. Et on s'est heurté à beaucoup de difficultés, bien plus que ce que je croyais, parce que notre jeu est pas si il n'y a pas tant de choses que ça à créer, hein. On a besoin de cubes en bois de ouais, différentes couleurs, de sacs pour euh, mettre les cubes par équipe, parce qu'ils ne doivent pas les voir encore une fois au premier tour, et de cartes. ouais, Et en fait, dès qu'on commence à chercher, à prospecter, on se rend compte que si on veut éco-concevoir, d'abord ça coûte beaucoup plus cher que si on éco-conçoit pas, mais ça à la rigueur je m'en doutais, et on était tous ok avec cette idée. Mais même on a eu du mal à trouver les bons fournisseurs. Alors pour les cartes, comme on était sur des petits volumes, parce qu'on a oui, notre métier c'est pas de vendre du jeu sérieux en 1000 exemplaires, hein, donc ouais, on savait que c'était une petite production. Pour les cartes, c'est pas la peine de passer par les gros fournisseurs de cartes, parce que à moins de 500 ils discutent pas avec toi. Donc c'était pas intéressant pour nous. Alors on s'est dit, si on veut faire responsable, on va déjà rester local. Donc on est allé chercher des imprimeurs toulousains. Après la carte à jouer, c'est un produit spécifique quand même. ouais, Donc on n'a vraiment. pas trouvé tout de suite. Et puis on a fini par trouver un imprimeur qui a trouvé y compris le projet sympa. Donc ça a joué aussi dans ce qu'il a accepté de faire avec nous. Donc il nous a fait un patron qui lui permettait d'optimiser ses coûts et les nôtres. Il nous a fait un patron. Et puis, donc, on est passé par lui. Lui, Ok, il nous garantissait aussi qu'il avait des encres végétales. Bon, c'était pour le coup un circuit tellement court que Robin, un des cofondateurs de Toteam, habite juste à côté de l'imprimerie. Donc, il allait même les chercher à pied. Donc, le bilan c'est carbone pratique était ça. nickel. Par contre, pour les cubes en bois, je m'attendais pas à galérer autant.
J'ai contacté des scieries, parce que moi je suis dans une zone où il y a Parce beaucoup que de tu as bois. des cubes qui sont un peu plus larges, hein, que c'est pas des petits cubes en bois qu'on va avoir dans le jeu de société, c'est quand même des choses un peu spécifiques par rapport à ce qu'on voit Oh, on peut d'habitude. en trouver dans des jeux de société, Ouais, mais oui, enfin, leur spécificité, c'est qu'on a besoin de 3 couleurs différentes, ouais, plus le neutre. ouais. Et à la rigueur, s'ils avaient été tous de la même couleur, on aurait certainement moins Ah galéré. oui, Mais là, le fait qu'il y ait des couleurs, c'était... Donc, j'ai contacté des scieries, j'ai contacté même des ESAT, des établissements ouais, spécialisés qui sont spécialisés sur le bois, des écoles des écoles qui fabriquent. On a tout essayé pour essayer de rester local et français. ouais, On n'a pas trouvé. Trop petite quantité, ça les intéressait pas, ou alors quand ils nous faisaient un devis, c'était tellement cher. Même ouais, si nous ça, on cherchait pas à être rentable ouais, sur le bien jeu, sûr. c'était pas possible en fait, ça faisait tellement exploser la note. Donc on a fini par trouver un compromis en passant par un site pardon qui vend des jeux, mais qui est un site français et qui garantit un minimum de traçabilité et puis un bois certifié PFC, etc. Mais ça m'a pris, sans mentir, ça m'a pris 3 mois Ouais, rien que pour sourcer qui allait pouvoir nous fournir des cubes en bois, des cartes. Pour les sacs, j'ai fait appel à une couturière qui est à côté de chez moi. ouais, Mais là aussi, hein, le coût du travail à la main, même ouais, par une couturière qui est en auto-entreprise, etc., ça fait monter les prix. Et donc, on a essayé de trouver quelque chose qui restait raisonnable pour l'acheteur. ouais, Sachant que nous, encore une fois, on cherchait pas à faire de marge dessus. Parce que si on avait cherché à marger, là, vraiment, on partait dans les hauteurs de manière ouais. très forte. Mais c'était hyper important pour moi, parce que d'abord, c'est dans ma philosophie de vie, puis que je pense qu'on a quand même une planète qui va pas très bien, donc on doit être assez responsable dans ce qu'on produit aujourd'hui. Et je me suis rendu compte à quel point c'était compliqué, quoi. Donc on a dû faire quand même des compromis, hein. Il y a 2, 3 trucs qui sont arrivés de l'autre bout de la planète, à mon grand dame. Ouais, Mais et puis en plus, tu comment vois, faire? pourtant, parce que autant on le sait dans le marché que, par exemple, si je choisis de faire des petites figurines en plastique dans mon jeu, ça va impliquer très probablement de la production en Asie ou des choses comme ça. Mais c'est vrai qu'en plus, on aurait pu se dire, vous avez un choix quand même de jeu où il y a des cartes, des cubes en bois, des sacs, on est sur quelque chose d'assez quand même simple sur le matériel, et pourtant, effectivement, tu Bah, tu vois, j'ai soulignes même bien. contacté des boîtes dans le Jura, parce que le Jura Ouais, reste le département français du bois et là où il reste 1 ou 2 producteurs de jeux. Après, tout le reste a été délocalisé il y a longtemps. Ben, même avec eux, j'ai pas réussi à obtenir mm. ce que je voulais. Mais encore une fois, c'était aussi le fait qu'on était en toute petite quantité, hein, qui faisait Oui, ça, bien sûr. et l'histoire de la couleur. Parce que si on leur demande de mettre de la couleur, c'est pas du tout les mêmes chaînes de production pour eux. Ah oui, d'accord. Donc, tu vois, il peut te fournir des cubes en bois, mais il faut que tu te débrouilles toi pour la couleur. Et bah, là, en l'occurrence, c'est pareil, hein, sur les peintures, pour être Ouais. responsable. Et puis bon, c'est pas mon métier, malgré tout. Donc, il a fallu que j'épluche pas mal d'infos sur entre ça et ça, qu'est-ce qui est le plus responsable, un mal pour Tu un as des bonnes bien. ressources là-dessus justement pour essayer un peu de faire le tri parce qu'effectivement enfin, tout le monde est forêt éco-responsable. Est-ce que tu as des bonnes ressources, des bonnes pistes où aller s'informer sur C'est ces sujets-là ou compliqué. c'est encore très fragmentaire justement? En fait, ce qui est compliqué, c'est que ce que tu vas gagner d'un côté, Ouais, tu peux le perdre. C'est-à-dire que tu peux avoir effectivement du bois fait de manière éco-gérée, donc ils te garantissent que la forêt est renouvelée, etc. Oui, mais ce bois-là, tu le fais arriver de Finlande. Il mhm, arrive en camion, donc je te dis pas l'impact carbone. Il arrive en camion et il arrive, je sais pas, par exemple en Espagne. ouais, Et après, de l'Espagne, il t'est envoyé à toi par la poste ou par oui, n'importe quel. Et donc, si tu calcules son bilan carbone, il est pas bon. Par contre, effectivement, le bois ouais, est oui, fait oui. de manière responsable. Donc, ce sont des arbitrages hyper complexes. Pour avoir fait et une fresque du climat et un atelier d'automne, je peux dire que c'est à nos échelles, à nous, c'est extrêmement compliqué de trancher. Voilà. Ouais, bah oui. Non, non, bah c'est sûr. Non, c'est clair, c'est pas simple. Et du coup, là, sur les quantités, justement, vous avez fait, tu me disais, vous avez fait une très petite série, c'est une série plus, enfin, Ouais. très petite en vrai. On avait une première série à 50, à 30, pardon, à 30. Première série à 30, et sincèrement, c'est pas qu'on manquait de confiance en nous, c'est qu'on se disait, qui va acheter 30 jeux, Oui, quoi. Et en vrai, c'est parti en 2 mois.
Ouais. Donc là aussi, je pourrais parler de logistique, c'est un autre métier. Mais bon, à un moment, quand tu es chez toi tous les dimanches à faire tes petits paquets, préparer Oui. les colis, les amener à la poste, etc., clairement, c'est un autre métier. Donc on a vendu 30 et super engouement. En plus, moi j'ai une communauté qui est très sympa sur Toulouse et un peu plus loin même aussi. Et donc super. Du coup, on s'est dit ah ben alors on doit avoir moyen d'en rééditer puisqu'il y a de la demande. Ouais. Et donc on est reparti sur 50 en se disant bon bah là 50 ça nous laisse du temps. Et en fait non, on les a vendus aussi très Ouais. rapidement. Enfin, moins rapidement, mais quand même assez rapidement, y compris parce qu'on a saisi des opportunités d'aller sur un salon, etc. Donc c'était vraiment super, vraiment une super expérience. Et puis à l'issue de ça, on a eu une opportunité de vraiment changer d'échelle, y compris de partir sur le marché nord-américain. Mais le changement d'échelle, on parlait d'éco-conception tout à l'heure, le Ouais. changement d'échelle est absolument incompatible avec l'éco-conception. Ouais. Et aussi assez incompatible avec des emplois du temps de gens dont c'est pas le métier de produire des jeux. Donc on a été obligé de s'arrêter, voilà, dû faire le choix de s'arrêter parce que il fallait se structurer en entreprise qui vend des jeux sérieux à grande échelle. Il fallait sécuriser au niveau des contrats, enfin tu vois qu'il fallait commencer à penser Oui, oui, avocat, etc. Et là, on a dit ben non, en fait, c'est pas notre métier, c'était pas pour ça qu'on le faisait. Ça reste nous notre cœur de métier, c'est d'accompagner des entreprises dans de faire progresser leurs équipes. Et pour ça, on a un jeu, on a créé un jeu qui fonctionne très 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 bien. Les gens qui nous l'ont acheté nous ont fait des super retours. En tout cas, on est persuadé qu'on avait conçu un bon jeu, mais on s'est dit là, il faut s'arrêter oui. Ouais. parce que Et c'est trop complexe quand c'est un truc additionnel à ton activité par ailleurs. Moi, je suis formatrice et en plus, je fais des formations pas seulement en France, donc j'ai un emploi du temps relativement contraint. Du ouais. coup, voilà, on s'est arrêté pour ça, mais le jeu en lui-même continue sa petite route. Carrément. Non, mais c'est vrai que on peut mettre le pied dedans dans produire des produits comme ça, mais effectivement, on voit aussi que c'est un métier. Et c'est il y a aussi effectivement ce truc-là que, ouais, les échelles changent vraiment les tailles de problèmes. Clairement, clairement. Non, non, c'est Puis intéressant. en l'occurrence, le Dead 3, ça a été très porteur pour la conception, Ouais. le brainstorming, etc. Mais après, si tu commences à parler de modèle économique, si tu veux commencer à être rentable à 3 parce que tu en fais Oui. ton métier, entre guillemets, c'est c'est pas pareil hein, quand même. Parce que nous, notre jeu, on le vendait entre 70 et 110 euros en fonction du niveau de service que tu voulais. Ouais. Il faut en vendre un sacré paquet Oui, bah oui, oui. pour pouvoir nourrir 3 personnes. En fait, on voit dans les gens que j'ai interrogés ou avec qui j'ai discuté, on voit quand même deux modèles un peu. C'est des gens dont le métier, nous feedback, c'est pareil. Ça va être avant tout du conseil, de faire plein de choses et de temps en temps de faire un outil, de faire quelque chose, mais presque c'est notre propre outil ou un outil complémentaire. Et du coup, notre business model, effectivement, un peu comme vous, je pense, c'est surtout de pas perdre d'argent en faisant ça à côté et de se C'est ça. faire plaisir et de le faire dans des conditions qui vont bien. Là où d'autres gens, comme par exemple Laura, que j'ai interrogée sur Collective Adventure, qui vont faire, eux, ils ont une posture de maison d'édition et où du coup, effectivement, faut aller chercher des volumes. D'ailleurs, c'est pas la même chose non plus, puisque effectivement, souvent, ces types de jeux, on va commencer à aller chercher du grand public, etc. Et je pense que tu vois ce que tu disais au tout début sur la question de ça serait chouette de le faire pour le grand public, ben on voit aussi effectivement bien que les contraintes de coût, elles sont encore plus fortes quand on veut aller vers le grand public. Oui. Oui. Sur la typologie de matériel et tout, c'est compliqué, quoi. Oui, puis après, bah, ça reste une entreprise, hein, donc Ouais, c'est-à-dire qu'il faut que tu génères tout le marketing qui va autour de ton jeu. Il faut que tu mettes en place un système pour recevoir des paiements, pouvoir ouais, facturer, la logistique de l'envoi, parce que nous on a fait tout ça à la mano. Voilà, moi je prenais ma petite voiture et j'allais à la poste du coin. Mais ouais, tu peux faire ça quand il y en a 80, et encore c'est déjà pas mal. ouais, bah, Mais ouais. si tu commences à être sur des grandes échelles, il faut avoir des livreurs et tout ça. Enfin, c'est ce qu'on s'est dit. À un moment, on s'est dit, c'était super, c'était une super aventure. Moi, j'y allais pour le challenge intellectuel et j'ai pas regretté parce que vraiment, ça a été génial
concevoir de l'idée jusqu'à la fin du projet, ça a été vraiment super. Mais après, c'est clairement un autre métier. Donc, si je veux me mettre à éditer des jeux sérieux, il faut que je me dise, tiens, c'est mon activité et je ne fais que ça. Ouais, carrément. Mm. C'est toujours la difficulté entre avoir envie de faire plein de choses et puis le rationnel aussi par moment de... Ouais, ouais. Bon, après, heureusement, moi, je suis dans une activité où j'ai le droit de me faire plaisir, j'ai le temps de me faire plaisir Carrément. parfois parce que je suis indé et ça fait clairement partie de ce qui me fait lever le matin. Donc, j'ai eu plaisir à créer ce jeu et sincèrement, je pense que j'en créerai un autre. Mais en ayant conscience que les contraintes que j'ai eues avec le premier, il faut que je les réduise sur le deuxième. Donc, par exemple, le bois, plutôt pas. Ok. Ouais, c'est clair qu'il y a des choses, ouais, peut-être qui... J'avais une question aussi, du coup, sur le... Tu disais, il y a toute une partie aussi, et qu'il y a aussi des sujets d'échelle, de vraiment pouvoir aussi accompagner l'utilisation, le fait de s'approprier le jeu, etc. Là, est-ce qu'il y a des choses spécifiques que vous avez pu mettre en place, des choses que vous avez aussi peut-être appris en faisant, je sais pas, sur la partie vraiment, effectivement, c'est un jeu outil que les gens s'approprient, utilisent. Comment ça s'est passé là-dessus Alors, je sais pas si je vais répondre à ta question. Nous, ce qu'on a vraiment constaté, c'est qu'il y avait un gros effort à faire sur les consignes que tu donnes à l'animateur du jeu sérieux. On a écrit des règles du jeu qui sont assez faciles à comprendre pour le joueur. Ok. Mais en fait, dans un jeu sérieux, c'est l'animateur qui va faire l'essentiel du taf pour que le jeu, encore une fois, atteigne l'objectif que se fixe l'animateur. Il faut qu'il soit vraiment bien accompagné. Et donc, on avait fait un livret animateur. Ok. Et il a été régulièrement augmenté parce que ce qui nous paraissait évident à nous en tant que concepteurs, on s'apercevait que côté animateur, pas du tout. Moi, j'ai constaté, je le savais déjà en partie, mais alors là, ça m'a sauté au visage que les gens qui utilisent des jeux sérieux ne sont pas très bons en débrief. Ils n'ont pas de compétences suffisamment développées sur le débrief. D'ailleurs, tu vois, on avait fait une conférence sur Agile Toulouse sur le thème du débrief qui avait été très, très suivi et très apprécié parce que les gens ont conscience qu'ils utilisent le jeu, ça a l'air super, mais en soi, comment tu fais quand ça marche pas avec l'équipe, ça s'est engueulé, Ouais. ou il y a des gens qui ont triché, parce que souvent les gens trichent en fait. Et du coup, ils revenaient vers nous avec beaucoup de questions sur mais comment je gère cette situation-là, mais qu'est-ce que j'en fais. Et moi je leur disais mais tout est apprenant dans un jeu, tout. Donc le sujet, c'est quelles questions tu vas aller leur renvoyer pour qu'ils prennent conscience. Et s'ils trichent, c'est pas grave en soi qu'ils trichent. La question, c'est pourquoi tu triches, quel est le besoin pourquoi tu as eu ce besoin de tricher, qu'est-ce que ça a comme conséquence sur toi, sur le reste de l'équipe, etc. Mais en fait, les gens ne savent pas poser des questions. Enfin, ont beaucoup de difficultés. Donc on a fait beaucoup d'allers-retours, notamment sur l'accompagnement des animateurs. Et je crois que, au-delà de Toteam, c'est vrai de pas mal de jeux que je vois passer, jeux à vocation sérieuse, où les gens ont un peu tendance à l'utiliser parce que c'est un outil fun, Ouais. c'est un outil sympa, c'est demandé, ça fait innovant. Mais si tu sais pas débriefer correctement, c'est un artifice, mais c'est même presque contre-productif pour moi, en tout cas pour nos métiers à nous. Parce que derrière, les gens ils se disent ouais, c'était fun, j'ai rien appris, mais c'était fun. Toi, du coup, tu es aussi plus on joue puis on débrief en termes d'apprentissage. Enfin, en tout cas, tu articules beaucoup ça comme effectivement il y a une phase de jeu, il y a une phase de débrief vraiment ou Alors nous, dans Toteam, on débrief à chaque manche, ouais. puisque chaque manche révélait quelque chose, enfin, potentiellement révèle quelque chose. Donc il y a le débrief de chaque manche et il y a un débrief final, Ok. puisque normalement le jeu est un point de départ pour l'équipe. Une fois qu'elle a pris conscience de certaines choses sur qu'est-ce qu'on va faire pour soit rectifier, soit fonctionner en cohésion par rapport à ce qu'on a vécu au sein du jeu. Mais le jeu n'est que l'étincelle. Ouais. Il faut pouvoir permettre à l'équipe d'aller plus loin. Ouais, carrément. Non, non, bah ouais, mais en fait, c'est un point que j'ai vu aussi souvent.
C'est même effectivement des jeux sérieux bien faits où potentiellement en étant spectateur, on voit que ça prend, les gens sont engagés et on n'en profite pas pour aller creuser ce qui est vraiment intéressant, que ce soit de la joie, qu'on est content, que ça soit bien passé ou même qu'il y a un truc qui s'est mal passé effectivement. Et là-dessus, comment tu conseillerais pour des gens qui, à la fois peut-être côté concepteur, pour vraiment, en fait, effectivement, concevoir ce débrief où on n'a pas forcément la main dessus. Enfin, tu vois, je pense à l'exemple aussi classique que j'entends souvent, où en plus, je pense que c'est aussi une question d'animation, de la fresque du climat, où des gens vont me dire, ah ben on l'a fait, c'était un peu sec à la fin. C'est un atelier pour sensibiliser vraiment sur les causes-conséquences du changement climatique. En fait, normalement, quand c'est animé avec comme ça devrait, il y a une partie débrief. On laisse pas les gens quasiment partir comme ça non plus. Pour l'avoir vécu en tant que participante, la fresque du climat, Ouais. effectivement, je l'ai très mal vécu. L'animatrice nous a plus plombé le moral qu'elle nous a donné de clés. Ce qui n'était pas le cas de l'atelier d'automne, d'ailleurs. Pour info, j'ai préféré largement l'atelier d'automne. Du coup, qu'est-ce qu'on conseillerait justement, soit aux gens qui conçoivent, soit aux gens qui animent. D'ailleurs, je sais pas à quel endroit. Alors, aux gens qui animent, très clairement, montez en compétence sur le débrief. Apprenez à poser des questions et surtout, et là c'est vrai aussi pour les concepteurs, définissez des objectifs clairs et mesurables. Okay. Qu'est-ce qu'on cherche à faire à l'équipe? Quelle est la prise de conscience qui est attendue? Quel est l'apprentissage qui est attendu? Alors, t'as des petits jeux qui ont pas beaucoup d'enjeux pour le coup. On veut juste qu'ils apprennent quelque chose, qu'ils apprennent une routine, qu'ils comprennent une nouveauté dans l'entreprise, etc. On va pas y passer 4 heures. Hein. Mais moi, le jeu Toteam, il a été pensé quand même pour animer une équipe. Ça peut durer 4 heures, ça peut même durer la journée. Même si encore une fois, ça n'est qu'un point de départ. Hein. Donc ça dépend du niveau, de la hauteur du jeu. Mais quoi qu'il arrive, même pour un petit jeu de pas grand-chose qui va durer une demi-heure, j'invite les concepteurs comme les animateurs à repartir toujours de l'objectif. Pourquoi vous faites ça? Qu'est-ce que vous attendez et comment vous allez mesurer qu'il s'est passé la transformation attendue, quelle que soit la transformation. Et donc je suppose aussi se reposer la question, est-ce que ça a marché, qu'est-ce qu'il faut que j'améliore dans ma façon de l'animer au fur et à mesure, quoi. Ouais, et du coup tu vois, nous je te dis qu'il y avait des manches avec des contraintes ou des aléas qui arrivent. Dans le guide de l'animateur, on disait, par exemple, si vous voulez travailler avec l'équipe sur la question de l'importance de la communication inter-équipe, par exemple dans les entreprises où il y a beaucoup de silos, beaucoup de fonctionnement de silos, utilisez en particulier la manche EF, par exemple. Parce que il va se passer des choses, les aléas ont été construits pour mettre en évidence que si tu donne pas ta contrainte à ton collègue, il peut pas la deviner à ta place et que ça crée des conflits potentiels ou des ordres qui paraissent contradictoires. Donc en fait, nous, on a quand même, encore une fois, à chaque manche, nous, on est parti d'un objectif par rapport à ce qu'on connaît du terrain et on s'est dit, bon voilà, dans une boîte qui est hyper silotée, l'équipe A, elle dit du mal de l'équipe B, l'équipe B, elle dit du mal de l'équipe A, l'équipe A, elle trouve toujours qu'elle travaille mieux que l'équipe B, etc. Sauf qu'en fait, ils se connaissent pas, ils savent pas ce qu'ils font les uns les autres, et que parfois, la façon dont l'équipe A avance entrave l'équipe B et inversement. Et donc ça, tu peux leur faire prendre conscience en reproduisant ça de manière marrante, ludique, avec des petits cubes à monter et des cartes qui te disent « Tiens, t'as pas le droit de parler. Tu dois faire ça. » mais tu ne dois absolument pas dire aux autres que tu le fais et pourquoi tu le fais. Donc, ça braille à tous les étages. Ouais, mais attends, mais pourquoi tu prenais que des cubes jaunes? C'était débile comme stratégie. Ouais, sauf que ma carte, elle me disait, tu n'as le droit de prendre que des cubes jaunes. Et j'avais pas le droit de vous le dire. Ça vous rappelle pas une situation en entreprise, qu'à un moment, toi, t'as une contrainte, mais t'as pas partagé ta contrainte aux autres. Du coup, les autres, ils pensent juste que c'est con ce que tu fais, alors que tu ne fais qu'obéir à une règle que tu n'as pas partagée aux autres. Enfin, tu vois, des choses comme ça. Donc là, toi, en tant que conceptrice, vous avez clairement un objectif pédagogique qui est de parler de ce sujet-là, de quand je communique pas mes contraintes aux autres. C'est ça. Et toi, tu le documentes, tu le donnes aux animateurs dans le livret, tu l'expliques. Et en tant qu'animateur aussi, quand on choisit
quand on choisit des outils, c'est aussi à nous d'aller regarder. Alors on l'a pas documenté de manière exhaustive parce qu'il y a tellement de situations en entreprise, on peut pas savoir nous le contexte dans lequel ils travaillent. Par contre, ce qu'on avait fait, c'est donc il y a des gens qui achetaient le jeu, juste le jeu avec les règles du jeu, les règles d'animation, et des gens qui achetaient le jeu plus des masterclass avec nous. Et justement, ils pouvaient venir dans ces masterclass pour dire alors j'ai essayé d'utiliser Toteam ou je m'apprête à utiliser Toteam dans telle équipe pour faire ceci, pour faire cela. L'enjeu c'est ça, la boîte elle m'a appelé parce qu'il y a un problème à tel niveau, qu'est-ce que je dois faire, quelle manche je vais utiliser, etc. Et on brainstormait avec eux sur un autre avis, cette manche-là enchaînée avec cette manche-là, voire tu forces un peu le hasard, parce que normalement c'est un jeu de cartes, tu tires au hasard, tu leur dis rien ne t'empêche de forcer le hasard et de dire tiens, tu vas tirer cette carte-là, parce que c'est celle-là qui m'intéresse, et tu vois ce qui se passe avec l'équipe. Après non, on l'a pas documenté parce qu'encore une fois il y a énormément de situations. Oui, et puis en fait après on peut en venir aussi au sujet qu'effectivement il y a des jeux sérieux, des outils qui méritent aussi presque une formation ou une transmission de l'animation pour bien s'en saisir. En plus là vous avez fait un outil qui est assez versatile avec plein de possibilités d'usage différentes, donc en plus et oui, mais parce qu'encore une fois on est parti notamment Robin et moi de notre culture de l'entreprise, de ce qu'on constate dans les entreprises. On sait les endroits où ça dysfonctionne. Même si ça a des réalités très différentes d'une équipe à l'autre, globalement c'est à peu près toujours la même chose, la communication, l'intégration des nouveaux aussi. Moi j'ai eu une expérience, heureusement dans ma vie j'ai pas été beaucoup salarié, mais j'ai eu une expérience de salarié qui s'est pas très bien passée, où notamment le onboarding il y en avait pas, on nous jetait dans un bain et on nous disait vas-y nage, et c'était beaucoup de souffrance en fait dans cette boîte. Et ça a inspiré une des manches qu'on a créées dans Toteam. D'accord. Où je leur ai dit, vous savez quoi, il faut qu'on montre aux gens ce que ça fait d'arriver dans une équipe qui a déjà une culture de fonctionnement et qui ne calcule pas les nouveaux. Et donc on a créé une manche où on reproduit cette mécanique et où du coup ça permet de débriefer après sur du coup toi qui es arrivé dans cette équipe, qu'est-ce que tu as ressenti, et l'équipe qui a intégré ce nouveau là, qu'est-ce que tu as ressenti, et ça fait sortir des trucs des fois intéressant, incroyables. Vous partez de ressentis d'épisodes précis ou de choses précises, vous allez puiser dans le système modulaire du jeu quand même, où en fait il y a les cubes, il y a les contraintes, il y a plein de choses pour essayer de recréer quelque chose qui est pas la même chose, puisque c'est quelque chose avec des cubes, des contraintes, enfin plein de choses, mais qui va ressembler ou qui va faire réapparaître des choses qui ressemblent, et vous en débriefez après. C'est ça, l'idée c'est que ça leur provoque du fait qu'on est décalé, qu'on n'est pas juste en train de faire un audit et de leur demander de sortir des choses qui sortiront jamais en public. Oui, complètement. Ils jouent, donc là ils lâchent tout, hein. C'est pas à toi ni à nos auditeurs que je vais expliquer pourquoi le jeu il permet d'aller chercher d'autres zones du cerveau. En gros, tu lâches tout, t'es à fond dans le truc, il faut monter cette tour et le plus vite possible en plus. Donc tu fais des trucs en mode automatique, tu te rends pas compte. Et c'est au moment du débrief que tu te le prends et tu te dis mais c'est vrai ça, en fait je l'ai écarté l'autre parce que je savais que si je l'intégrais, la tour elle ferait pas 10 cubes, elle en ferait 5 et j'avais pas envie de ça, je voulais gagner. Carrément. Et donc du coup en entreprise c'est pareil, le petit nouveau il ralentit tout le monde, c'est un peu chiant, alors on l'intègre pas. Non, c'est pas ça que j'ai voulu dire, mais en fait oui, en fait je me rends compte que c'est un peu ça que je fais. Le nouveau, je le considère un peu comme un boulet au début. Yes. Bon on en arrive au point que je redoutais un peu, c'est le moment où on a envie de jouer et où on dit mince, je peux pas. Là, je suis désolée parce que je sais que ça génère beaucoup de frustration. Les gens qui ont le jeu peut-être autour de vous, qui en animent peut-être des sessions, peut-être des choses qui se passent. Faut m'appeler moi parce que moi je peux animer mon propre jeu en équipe, il y a pas de souci. C'est une bonne idée aussi. Du coup, effectivement, contacter Ingrid, et puis je pense que soit ça peut être toi, soit tu connais des gens qui sont peut-être plus près du lieu d'intervention aussi. On a encore une fois, on en a vendu 80, donc il y a 80 personnes qui sont équipées du jeu de Toteam en France. Carrément. Je suis désolée pour la frustration, mais je crois que j'ai bien expliqué. Non, mais ça fait partie de l'engagement, un peu de frustration. Exactement, c'est vrai. Est-ce que tu vois des choses que tu as envie de partager à des gens? Effectivement, ici, on est beaucoup dans donner les coulisses un peu de ce qui se passe derrière, des choses qui se voient peut-être pas dans un projet comme ça. Est-ce qu'il y a des choses que tu as encore envie de partager? Lancez-vous, vraiment lancez-vous, parce qu'on apprend en faisant, parce que c'est un défi intellectuel hyper intéressant.
et que c'est joyeux là, globalement, prototyper, avoir des bêta-testeurs qui jouent à ton jeu, c'est hyper gratifiant. Il y a un côté t'accouches de quelque chose et tu le vois carrément. vivre tout seul. Il y a même des gens qui nous ont fait des retours en nous disant j'ai détourné, je me suis permis de détourner, là vous aviez dit qu'il fallait faire comme ça mais moi j'ai fait autrement. Et je leur ai dit mais super, mais vous avez tout compris, parce qu'encore une fois si votre objectif c'était ça, l'outil reste un outil, donc on détourne un outil comme on veut. Et c'est chouette de voir un truc vivre. On a eu des posts LinkedIn super de gens qui disaient j'ai joué avec le jeu, c'était génial, l'équipe a adoré et tout. Bon, c'est cool quand même. Donc Yes. allez-y, lancez-vous, mais soyez structurés quand même et itérez beaucoup, itérez beaucoup. Ouais, on le dit jamais assez. Ouais, clairement, clairement. Yes. Eh ben, écoute, merci. Peut-être si des gens ont envie de te contacter, de savoir plus, de voir pour expérimenter un atelier dans leur entreprise, c'est le plus simple, c'est quoi? C'est LinkedIn, c'est leur Ouais. site? Ouais, je suis extrêmement présente sur LinkedIn et quasiment absente de tous les autres réseaux sociaux. Donc il vaut mieux me contacter par là ou en direct, même si j'ai un site internet qui est totalement obsolète, il y a au moins mes coordonnées dessus. Carrément. Bah écoute, je les laisserai te contacter aussi. Enfin, n'hésitez pas effectivement. Et puis voilà. Bah écoute, top. Merci pour cet échange. Merci à toi. Et puis à une prochaine. À une Bye. prochaine. Salut.